L'approche juridique sur les objets connectés. Quel est le rapport entre le droit et les objets connectés? En fait, les objets connectés collectent des données personnelles. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Une donnée personnelle, c'est toute information qui permet d'identifier une personne de manière directe ou indirecte. Quelques exemples de données personnelles, on peut avoir le nom, le prénom, la date de naissance, la position géographique d'une personne, son adresse IP. Toutes ces données-là sont des données personnelles. Et dès lors qu'on a une donnée personnelle et qu'on a un traitement sur une donnée personnelle, c'est-à-dire une action passive ou active sur une donnée personnelle, la réglementation s'applique. Quelques exemples de traitement de données personnelles, donc ça peut être la collecte de données, la modification, la suppression, ou même la consultation à distance d'une donnée ou l'envoi d'une donnée à une personne tierce. Si on part d'un exemple où on a un concepteur d'objets connectés qui a une idée, je vais lancer un objet connecté, une peluche connectée pour les enfants. Il a une idée et le processus naturel, c'est de rechercher des fonds, monter une société, trouver un industriel pour les produire, concevoir une application si nécessaire, s'il y pense, protéger sa marque, son modèle. Voilà, ça c'est la démarche traditionnelle. Il se dit, je commence aujourd'hui, je lancerai ma société dans un an, en juin 2018. Sauf que sa société, il ne pourra pas la lancer. Pour une raison, c'est qu'il n'a pas fait attention à la législation sur les données personnelles. Puisqu'il y a un règlement européen qui va entrer en vigueur en mai 2018 et qui va renforcer les obligations des entreprises, publiques ou privées d'ailleurs. Que fait cette législation? Actuellement, on a une loi qui s'appelle la loi informatique et liberté et qui protège les personnes physiques, pas les personnes morales, donc les sociétés, les associations, les protège contre la diffusion ou l'usurpation d'identité. On a cette situation-là, mais cette loi informatique et liberté ne s'applique qu'en France. Il y a d'autres lois un peu partout en Europe, mais le cadre n'est pas commun. Donc on a eu, le législateur européen a pris la décision de prendre un règlement européen sur les données personnelles. Qu'est-ce qu'un règlement européen? C'est une loi qui va s'appliquer sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, qui va protéger tous les citoyens de manière uniforme. Donc on a un cadre juridique qui va évoluer et qui va renforcer d'une part les sanctions pour les entreprises, puisqu'actuellement un concepteur d'objets connectés qui ne respecte pas la loi s'expose au maximum à 150 000 € d'amende par an, ce qui n'est pas considérable pour les grosses entreprises. Désormais, avec le Règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD, la sanction monte à 4% du chiffre d'affaires annuel globalisé, ce qui peut être considérable. Ça, c'est la première évolution, c'est les sanctions. Il y a aussi les sanctions sur l'image, puisqu'une société qui se fait condamner, la publication de la condamnation peut être faite par la CNIL sur le site internet et peut être relayée par des sites de presse. Donc, pour une image d'une société qui porte atteinte à la vie privée de ses consommateurs, ça peut être considérable. Autre point aussi, c'est qu'elle introduit de nouveaux droits pour les personnes. Droit à l'oubli notamment, et droit à la portabilité des données. Qu'est-ce que le droit à l'oubli? C'est qu'une personne pourra demander à un concepteur d'objets connectés de supprimer toutes les données que le concepteur a en sa possession. Autre droit, le droit à la portabilité. Le concepteur collecte des données personnelles. Ce concepteur-là devra aussi transférer les données personnelles à un autre prestataire. Un exemple type, je souscris, j'achète un objet connecté, une montre connectée, je décide de changer de montre connectée, le concepteur devra donner la possibilité au consommateur de pouvoir changer et de pouvoir transférer les données qui ont été collectées par la montre aujourd'hui à une montre concurrente demain, sous un format libre et accessible. D'un point de vue, consommateur, les données personnelles, les objets connectés, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Quels sont les critères d'achat d'un objet connecté? Donc on peut avoir le prix, l'utilité de l'objet, le design, s'il est beau ou pas. Et un autre aspect à prendre en compte, c'est la vie privée et le respect de la vie privée des personnes. Aujourd'hui, une personne qui va acheter une caméra connectée pour ses enfants va prendre très attention, faire très attention à la sécurité de ces données-là et protéger ses enfants. Il ne veut pas que des images de ses enfants fuient sur Internet, soient diffusées à un prestataire indien ou chinois. Il protège sa vie privée. Donc, la vie privée doit être au cœur du développement, au début.
pas à la fin. Ce qu'on appelle le privacy by design, et qui est imposé par le règlement général sur la protection des données personnelles. Autre aspect à prendre en compte par les concepteurs d'objets connectés, le consentement des enfants. Aujourd'hui, vous pouvez lancer un objet connecté, une peluche connectée ou tout autre objet, un jouet connecté, librement. Il n'y a pas énormément de restrictions. Demain, si c'est un objet qui est à destination d'un enfant qui a moins de 13 ans, ou moins de 16 ans, selon la législation, selon le pays, le concepteur devra demander l'autorisation aux parents. En pratique, l'enfant achète un objet dans le commerce, essaye de l'installer, essaye de l'utiliser. Il devra d'abord demander l'autorisation à ses parents, donc un envoi mail à ses parents qui devra autoriser l'accès au fichier, à l'objet. Autre élément aussi à prendre en compte, le profilage des personnes. Qu'est-ce que j'entends par profilage? Je vais prendre un exemple concret. Si on a un bracelet connecté qui va donc savoir combien de pas j'effectue par journée, et que ce bracelet est utilisé par un assureur qui va donc utiliser les données qui sont collectées par l'objet pour ensuite fournir une prestation. Donc, exemple, je ne fais pas assez de pas, donc l'assureur ne va pas me proposer un prêt immobilier parce qu'il va estimer que ma santé est mise en danger. Ça, c'est illégal et ça sera encore illégal demain. Et ça sera une obligation renforcée pour les personnes. Ça, c'est sur l'objet connecté. Ça, c'est les mesures à prendre sur les objets connectés. Au-delà de ça, c'est l'ensemble de l'organisation de la société qui doit être orientée sur la vie privée, sur la protection des données personnelles. Pour cela, on a un principe qui s'appelle l'accountability. Avant, quand on gérait des données personnelles, quand on collectait des données personnelles, on devait faire une déclaration à la CNIL. Les déclarations, il y en a des centaines. C'est difficile de s'y retrouver. On doit faire une déclaration pour chaque traitement qu'on effectue. Demain, plus de formalités administratives. En fait, on inverse. On est sur le principe de l'autocontrôle. Moi, concepteur d'objets connectés, je dois prouver ma bonne foi, je dois prouver que j'ai pris les bonnes mesures pour protéger mes consommateurs. Comment ça se passe? C'est par la rédaction documentaire. Donc, je vais rédiger un code de conduite où je vais dire, ben voilà, dès lors qu'il y a une fuite de données, qu'est-ce que je fais? Dès lors qu'il y a une collecte de données, qu'est-ce que je fais? Dès lors que je développe un logiciel, qu'est-ce que je fais? Quels sont les process internes de traitement de la donnée? Qui intervient pour protéger les données personnelles? Donc on a un code de conduite, mais on a aussi une analyse sur la vie privée des personnes. À chaque fois qu'on va collecter des données sensibles, donc les données sensibles, ça peut être les données de santé, les données bancaires, les données relatives à la religion, à la vie personnelle de la personne, toutes ces données-là doivent être protégées. Et sur ces données-là, on doit faire des analyses de risque, c'est-à-dire qu'on doit mesurer les risques en fonction, enfin, on doit vérifier que les mesures qui ont été prises répondent bien aux risques qui portent sur les données sensibles. Autre élément aussi à prendre en compte, c'est les transferts de données personnelles à l'étranger. En tant qu'industriel, vous pouvez transférer des données personnelles dans toute l'Union européenne avec peu de formalités. Demain, pour transférer des données personnelles à l'étranger, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs dans le monde, il va falloir prendre des mesures. Des mesures, c'est ce qu'on appelle des clauses contractuelles types, c'est-à-dire des annexes qu'on ajoute à nos contrats et qui visent à protéger les données personnelles de nos clients. Ces annexes-là doivent préciser la durée de conservation des données, le type de données qui sont transférées au destinataire, les catégories de personnes qui sont concernées. Donc on a les clauses contractuelles types, on a aussi le Privacy Shield. C'est un mécanisme qui est réservé aux sociétés américaines. Les sociétés américaines type Google, Microsoft vont s'engager auprès d'une autorité de contrôle américaine à respecter la législation européenne. Sinon, vous pouvez aussi ajouter dans vos contrats des clauses protectrices des données personnelles. Et dernier élément, donc la violation de sécurité. Donc demain, vous serez obligé de signaler toute violation, le concepteur en tout cas, sera obligé de signaler toute violation de sécurité de données personnelles à une autorité de contrôle, type CNIL en France ou l'ICO en Angleterre. Donc on a tous ces principes-là à mettre en œuvre, mais on a aussi la sécurité. La sécurité est une obligation qui pèse sur les concepteurs d'objets connectés, et c'est là qu'intervient Hamza pour nous présenter la sécurité des objets connectés. Bonjour à tous.
Donc Hamza Essayek, donc, étudiant donc, en stage de fin d'études à l'ESIA, à Laval, donc école du monde du numérique en sécurité. Et on travaille avec Digitemis donc, dans le cadre de cette sécurisation des objets connectés et sur le projet IoTrust qu'il vous présentera plus tard. Le but, c'est pas de pointer X ou Y objet connecté pour dire il est défectueux ou il va engendrer un problème au niveau de la vie privée. Euh, L'idée, c'est de généraliser de généraliser le concept et de se dire qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, qu'est-ce qui est aujourd'hui mis en place au niveau de la sécurité ou qu'est-ce qui n'est pas mis en place au niveau de la sécurité. Donc avant de commencer cette introduction à la sécurité, pourquoi est-ce que les objets connectés fonctionnent si bien? Pourquoi est-ce qu'ils ont un énorme ouais. Bon, c'est pas grave, je vais continuer sans. Donc du coup, pourquoi est-ce que ces objets connectés vont avoir un impact sur les utilisateurs? Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de les acheter? Faut savoir que l'Internet, si on fait un point historique, est l'une des plus grandes créations de l'homme, clairement. Il y a eu un impact sur l'enseignement, la communication, donc le monde de l'entreprise, les sciences, tout simplement l'humanité. Et bien sûr les gouvernements. Ces innovations-là, donc on va les retrouver aussi avec l'IoT. L'IoT qui va juste reprendre ces concepts et qui va rajouter donc, cette capacité de récolter facilement, d'analyser et de traiter ces données, qu'on pourra les transformer, etc. Donc on se rappellera bien évidemment du premier objet connecté en 2005, le Nabastack, qui était un petit lapin qui permettait juste de lire ses emails, de récupérer ses emails, de récupérer des flux, des informations, etc., qui était plus un gadget plutôt qu'un objet connecté. Donc en 13 ans, donc de 2005 à aujourd'hui, on a pu passer d'un gadget à un objet connecté, clairement. Donc on va retrouver les fonctionnalités embarquées donc, qui vont clairement être intéressantes pour monsieur tout le monde, comme une cafetière connectée, une montre activité qui va pouvoir mesurer nos déplacements, notre pouls, notre rythme cardiaque, etc. Une chaise de bureau autonome qui va s'adapter à la situation et à la journée, ou encore un glucomètre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état des lieux de la sécurité? Qu'est-ce qui est mis en place? Aujourd'hui, on fait face à une situation où on revient au début de l'Internet, où les failles de sécurité qu'on retrouve aujourd'hui sur les objets connectés sont semblables à celles qu'on avait au tout début de la naissance d'Internet. Donc des attaques de l'homme du milieu, des écoutes sur le trafic, des problèmes au niveau des systèmes. La grande problématique, c'est l'innovation. On a envie d'innover trop rapidement, et cette innovation donc, va freiner la sécurité qui est mise en place. Donc les différentes failles, les différents acteurs, excusez-moi, qui ne vont pas forcément envisager la sécurité à la conception de l'objet, principalement dû, comme je l'ai dit, donc à la volonté d'innover, mais aussi parce qu'ils ont un manque de sensibilisation sur le sujet. Donc, on va voir les différents protocoles de communication qui vont être visés. On va pouvoir récupérer tous les messages qui transitent en clair. Donc, qui dit message dit non-respect de la vie privée. Il suffit juste que je récupère et que je me mette dans la maison de X ou de Y pour savoir ce qu'il va envoyer à un serveur. Pareil pour les systèmes, la différence entre un serveur qui est hébergé et un objet connecté, c'est que la solution elle est à la disposition du client, donc beaucoup plus fragile niveau sécurité. À titre d'information, les secteurs qui vont être les plus impactés sur le sujet vont être un premier point sur l'informatique industrielle. On va retrouver en 2016 une usine nucléaire qui a été donc, à Munich, qui a été compromise. Donc les malwares n'ont pas eu le fin mot de l'histoire, mais il y a eu quand même une vingtaine de postes critiques qui ont été exposés. Le milieu de la santé, en 2015, une équipe de chercheurs sur le robot chirurgical Raven 2 se sont rendus compte qu'ils pouvaient modifier la distance et la rotation du bras chirurgical et qu'ils pouvaient complètement reprendre le contrôle de ce robot juste en le redémarrant. Sur l'automobile, en 2016, plus de 100 millions de véhicules vendus par Volkswagen. On s'est rendu compte que juste avec une télécommande, on pouvait déverrouiller à distance la voiture.
Et en domotique, donc lors de la DEF CON 2016, on a mis en avant que un thermostat pouvait être compromis juste avec une carte SD et un logiciel malveillant embarqué. Du coup, les différents protocoles de communication qu'on va pouvoir trouver sur ces objets connectés, donc on va voir les réseaux courte portée et longue portée. Donc en termes de longue portée, on va trouver les GSM, on va trouver les LoRa. La principale problématique, c'est l'énergie. Il faut être le moins énergivore possible. Donc les GSM, le gros avantage, c'est qu'on peut transmettre énormément de données. On va retrouver Sigfox, et donc Sigfox qui permet donc de communiquer sur une distance de 20 à 30 km en ville. Et les réseaux à courte portée, donc comme Z-Wave et Zigbee qui sont plus orientés domotique, mais également le Wi-Fi. Et le Wi-Fi donc, qui va rendre intelligent ces objets connectés. Et c'est... J'ai pas touché le bon truc. Et c'est le sujet qui nous intéresse, le Wi-Fi. Un objet intelligent va être en mesure de contacter un serveur, va être en mesure de transmettre des données, comme l'a dit Slim tout à l'heure, et c'est là que va intervenir la sécurité. Donc on va pouvoir se rendre compte qu'il y a plusieurs domaines qui sont à prendre en compte pour l'IoT, qui sont à peu près similaires donc, au système qu'on a aujourd'hui sur les serveurs et sur les systèmes. Donc on va voir dans un premier temps la composante logicielle. J'ai dit tout à l'heure que la solution est chez le client et non déportée, donc du coup la sécurité physique et logicielle vont être importantes. Quand je parle de composante logicielle, on va mettre en avant le côté sécurité du développement. Est-ce que je peux récupérer les données? Est-ce que je peux récupérer le code? Est-ce que je peux savoir comment ça va se passer, etc. La radiofréquence, qui à l'époque n'était pas pour le grand public, étant donné que le matériel coûtait relativement cher. Aujourd'hui, pour une vingtaine d'euros, on peut se débrouiller et récupérer des antennes. Je prends l'exemple d'un des projets qu'on mène à l'école, à l'ESIA, où juste avec un boîtier de radio, on peut ouvrir une porte de garage ou faire sonner une alarme juste en répliquant la fréquence qui est émise et les différentes communications qui sont lancées. L'accès physique aux objets également. Donc là encore une fois, on peut récupérer on peut se connecter aux différents ports de l'objet connecté, on peut dessouder, on peut regarder quels composants sont installés, les identifier, savoir quelles failles il peut y avoir. Et enfin, les protocoles de communication, qui ne sont pas nouveaux, mais qui ne sont pas sécurisés comme aujourd'hui le sont les serveurs qu'on a. Donc en termes de protocoles de communication, je parle de chiffrement des communications, savoir si tout transite en clair ou tout ne transite pas en clair. Donc c'est ce que je disais. Et ça peut porter atteinte donc, à la protection des données de la vie privée. Je suis perdu. Comme l'a dit tout à l'heure Slim, l'idéal serait donc le privacy by design, commencer à penser à la protection de la vie privée, mais aussi le security by design. Ne pas commencer à mettre en place et à produire des objets connectés sans penser à cette sécurité. Et c'est ce qui est aujourd'hui le cas. Donc, encore une fois, le but n'est pas de pointer un objet ou un autre, juste se dire que sur un ensemble d'objets connectés qui vont être vendus au public, il va y en avoir qui vont être sécurisés. Donc, je prends l'exemple des objets connectés de chez Google, les Nest, ou d'autres qui ne vont pas être sécurisés, donc qui vont être vendus au prix le plus bas, comme les produits chinois, où on peut facilement accéder aux interfaces web, on peut facilement accéder aux différentes vulnérabilités, etc. Donc les différentes méthodes d'attaque qu'on peut retrouver, donc 3 catégories. On va retrouver soit l'attaque contre l'objet connecté lui-même, soit une attaque qui est réalisée à partir de l'objet connecté pour atteindre d'autres systèmes, que ce soit objets connectés ou des systèmes, des serveurs, etc. Et enfin, des attaques contre des réseaux et les protocoles de communication. Donc, pour l'objet connecté en lui-même, qu'est-ce qu'il peut y avoir? On peut avoir un piratage des composants sur les circuits imprimés qui vont compromettre cet objet, donc du coup le rendre inaccessible éventuellement, y insérer des rançons logiciels.
A priori, sur une sonnette, ça n'a pas d'importance, mais sur des objets connectés dans le milieu du médical, ça peut être critique. Les attaques via, donc, qui sont réalisées via les objets connectés, on peut penser au déni de service, on peut réussir à s'implanter sur un ensemble d'objets connectés, et grâce à ces objets connectés, aller mettre en péril d'autres systèmes. Et éventuellement, donc un autre exemple, c'est héberger des sites d'hameçonnage quand on a réussi à passer l'interface web de certaines caméras ou de certaines interfaces pour le médical. Et enfin, les attaques contre les réseaux, donc, et les protocoles de communication. Je l'ai dit tout à l'heure, donc l'écoute de l'homme du milieu ou juste se faire passer pour un autre objet connecté. Et donc encore une fois, le côté critique va arriver au niveau du médical, se faire passer pour un glucomètre ou se faire passer pour un autre objet connecté et falsifier les données qui sont récupérées. En termes de scénario d'attaque, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc dans un premier temps, on pourrait avoir le cybercrochetage de serrures connectées. Un exemple tout simple, mais qui peut amener à des cambriolages sans preuve. Des meurtres ciblés via des voitures connectées. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les Volkswagen, il suffit juste de pouvoir déverrouiller une voiture à distance ou prendre le contrôle de cette voiture à distance. Un autre scénario étant la compromission des services de santé, comme je l'ai mis en avant, et la fuite des données en entreprise. Donc, je prends l'exemple d'un climatiseur connecté. S'il est compromis, on peut accéder au réseau facilement et donc récupérer, cette fois non pas sur des objets connectés, mais sur des attaques plus connues, sur les systèmes connus. Récemment, il y a un journal qui est sorti, donc le MISC, sur la sécurité des objets connectés. Ils y présentent donc le protocole MQTT, donc un des protocoles très utilisés qui est dédié aux objets connectés, qui a un avantage au niveau de l'énergie, c'est qu'il ne prend pas, il consomme très peu de bandes passantes. Le fonctionnement est très simple. Un objet connecté va souscrire à une chaîne. Il va se connecter au broker. Le broker, lui, c'est l'interface entre les données et ce qui peut être publié ou ce qui peut être récupéré. Et tout fonctionne sur un principe de hiérarchie. Ça, c'est le principe global du protocole. L'idée, c'est de savoir comment est-ce que ce protocole peut amener à une compromission de la vie privée. Je prends l'exemple des serveurs publics qui sont mis en place pour que les développeurs évitent de développer et de remettre en place un serveur complet pour cette gestion, celui d'Eclipse. Là, j'ai pris un exemple sur Shodan qui permet de lister tous les services qui sont disponibles dans le monde au niveau du MQTT. Le problème étant que dès qu'on se connecte sur des serveurs publics comme ceux d'Eclipse, on n'a pas besoin de mot de passe ni d'authentification, et on voit tout ce qui se passe en clair. Donc là, dans ce cas-là, c'est une liste de tout ce qui se passe. On a des tweets qui apparaissent, on peut avoir des posts privés qui ne sont pas censés arriver qui ne sont pas censés être visibles et qu'on peut retrouver juste avec 2-3 commandes. Encore un autre exemple, c'est toujours sur le MQTT et toujours sur celui d'Eclipse. Toutes les réservations et toutes les trajectoires, et donc situation géographique, des taxis en Lituanie. Encore une fois, c'est une preuve qu'il y a un manque de sécurité, un manque de sensibilisation de la part des acteurs et de la part des constructeurs d'objets connectés. Pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Donc du coup, pour finir, une recommandation pour sécuriser les objets connectés serait d'encapsuler dans un premier temps toutes les communications via un VPN. Donc ça permettrait de sécuriser, de chiffrer ces données et d'éviter qu'elles apparaissent en clair. Une cryptographie symétrique à bas coût. Donc la cryptographie symétrique va complètement changer par rapport à la cryptographie asymétrique, où on va avoir une simplicité de mise en place.
bien évidemment à gérer avec l'échange de clés, etc. Donc la sécurité physique au niveau de l'objet, qu'est-ce que j'entends par une sécurité physique? J'entends par souder ou tout simplement souder les composants directement dans la résine pour éviter de pouvoir les identifier. Je m'étais fait une liste juste avant. Désactiver, donc comme je l'ai dit, les ports de débogage, mettre en place le principe du Secure Elements qui lui va gérer tout seul le côté cryptographique, donc du coup quasiment impossible de récupérer ces clés, et je dis bien quasiment impossible. Des mots de passe et des clés d'authentification différentes sur chaque objet connecté, ce qui éviterait que si un objet connecté est compromis, bah, toute la gamme n'est pas compromise. Et finalement une obfuscation donc, du code et du micro-logiciel. À court terme, ça n'a pas d'impact, ça n'aura pas d'impact. Non, au contraire. À long terme, ça peut en avoir un impact, mais ça permet de ralentir le rétro-engineering et la découverte du code et cette copie de code. Au niveau de la communication, donc communication et protocole, bien évidemment le chiffrement des communications, éviter que toutes les données personnelles fuitent en clair sur les réseaux. Donc l'échange sécurisé des clés, comme j'ai pu le dire, ne pas mettre ces clés en clair et pouvoir permettre à des attaquants de s'immiscer facilement. Un mécanisme anti-rejeu, avec la notion de token, et éviter qu'on puisse se faire passer pour un objet connecté, et justement, sur ce point-là, une authentification entre les différents objets. Savoir quel objet connecté est quel objet connecté, et savoir si c'est lui ou pas. Et finalement, sur le côté applicatif, donc la mise à jour et des patchs à proposer régulièrement. Si on a une faille de sécurité, c'est bien, ne pas la laisser en place, et proposer donc des mises à jour et des patchs, faciles à mettre en place bien évidemment. Un contrôle côté serveur, ne jamais faire confiance au client. Le contrôle au niveau du client peut être facilement dévié. Et enfin, un suivi d'un référentiel de sécurité. Donc je prends l'exemple de WASP, qui ont toute une checklist et tout un référentiel déjà existant sur les applications web. Ils le mettent en place également sur les objets connectés. Et enfin, la labellisation. Je laisse Slim. Alors la labellisation, donc on l'a constaté, au niveau juridique c'est pas toujours conforme, au niveau sécurité ça l'est encore moins. Donc l'objectif, en collaboration avec Lesia, Digitemis veut développer un mécanisme de labellisation des objets connectés pour vérifier leur conformité à la fois sur les données personnelles, sur l'aspect juridique, mais aussi sur l'aspect technique, sur la sécurité. Le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données personnelles, permet à des organismes privés, comme Digitemis, de certifier des objets connectés pour les évaluer, leur donner une note, dire cet objet-là que vous trouvez dans le commerce a un niveau de conformité équivalent à 5 sur 10, un autre 9 sur 10. Et le consommateur pourra faire un choix sur la base d'un critère de conformité à la vie privée des personnes. Dans ce cadre-là, on a développé avec Lesia et la Fondation Maïf plusieurs éléments de sensibilisation et un référentiel d'audit. Donc, on a déjà publié un premier livrable que vous pouvez trouver sur le site de la Fondation Maïf et qui recense en fait, qui fait un état des lieux du niveau de un état des lieux du commerce des objets connectés et des premières recommandations sur la sécurité, mais aussi sur les bonnes pratiques en matière juridique. Donc ce référentiel-là, enfin ce livrable-là est disponible, et on est en cours de développement d'un référentiel qui va recenser donc les données qui sont traitées par les objets connectés, la sécurité de l'objet connecté, la gestion interne des données par un organisme, par un concepteur d'objets connectés, la fiabilité des destinataires, donc le concepteur, si il envoie des données personnelles à un sous-traitant, donc nous, on pourra l'évaluer à partir de ces référentiels-là, et on vérifiera aussi le respect des droits des personnes. Est-ce que les personnes ont bien été informées sur leurs droits? Est-ce qu'elles ont des droits à l'oubli, droit de rectification, droit d'accès aux données? Et ce référentiel-là sera plutôt disponible en open source et tout auditeur pourra l'utiliser.
En même temps, on développe aussi une plateforme d'audit, une plateforme technique avec des modules qui s'y ajoutent et qui permettent de vérifier en fait la sécurité des protocoles de communication pour vérifier notamment si la transmission des données d'un objet à un téléphone est bien sécurisée, est bien chiffrée ou pas. Dans le même temps, donc en septembre, on commencera à faire des tests sur des objets connectés du commerce et donner une première évaluation, un premier panel des objets connectés du commerce et donner aussi un guide de bonnes pratiques à la fois pour les consommateurs mais aussi et surtout pour les concepteurs d'objets connectés, comment il faut faire pour respecter la législation sur la protection des données personnelles. Donc le premier rapport sera publié en octobre 2017. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, on se prête évidemment à votre disposition. En fait, j'ai fait un focus sur les concepteurs d'objets connectés, mais en fait, la loi s'applique à tout secteur économique, public ou privé, et ce n'est pas juste sur la collecte, sur la récupération de données personnelles, mais sur tout traitement. Donc ça peut être la consultation d'une donnée personnelle, l'envoi d'une donnée personnelle, ou même la suppression d'une donnée personnelle. Donc la loi s'applique à toutes les entreprises. Personnel sur une personne en fait. Ah non, la loi s'applique uniquement sur les données qui sont relatives à une personne physique. Les données relatives, par exemple, à une entreprise, le numéro SIRET n'est pas une donnée personnelle. Donc la loi ne s'applique pas sur le SIRET. Par contre, le prénom et le nom du dirigeant d'entreprise sont une donnée personnelle et sont protégés par la législation. Pensez à bien parler dans le micro parce que sinon le stream sera un peu bizarre, quoi. Si les personnes qui regarderont la vidéo ne comprendront pas les questions. Du coup, quand on parle de récupération de données personnelles, est-ce que si on récupère des données qui sont du coup anonymisées, mais venant d'un smartphone ou d'un objet connecté du coup qui appartient à quelqu'un, est-ce qu'on rentre dans ce cadre-là ou est-ce que du coup on en sort et on passe sur autre chose? Alors, je ne l'ai pas évoqué, mais les responsables de traitement, donc les concepteurs d'objets connectés, ou plus largement tout autre responsable de traitement, a une obligation de conservation limitée dans le temps des données. C'est-à-dire que pour une finalité, bon, voilà, je collecte mes données personnelles pour telle finalité, je définis dès le début une durée de conservation, on va dire 2 ans. Au-delà de ces 2 ans-là, le concepteur a 2 choix. Soit il supprime les données parce qu'il estime que ce n'est pas nécessaire, il n'en a pas besoin, soit il anonymise les données. Quand on anonymise les données, ce n'est plus des données personnelles. Mais il faut faire attention à un cas particulier, c'est anonymisé, pas pseudo-anonymisé. Si j'ai une base de données avec un numéro d'identifiant, un nom, un prénom, une adresse mail, un numéro de téléphone, et que je supprime uniquement le nom et le prénom, ce n'est pas une anonymisation, c'est une pseudo-anonymisation. Parce qu'on pourra retrouver la personne à partir d'autres éléments. Son numéro d'identifiant, son numéro de téléphone par exemple. Donc anonymisation, c'est vraiment suppression de toute information qui permet de réidentifier une personne. Ok, merci. Dernière question? Il y a une personne là-bas. Par là-bas. J'ai une question sur les sociétés qui sont habilitées à délivrer une certification justement liée à cette loi. Qui certifie ces sociétés-là en fait? Alors le mécanisme, c'est en fait on a le règlement qui prévoit un article spécifique sur la certification. Actuellement, il y a juste une autorité en France qui permet de certifier des traitements de données personnelles, enfin c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Demain, le mécanisme change. Donc on aura la CNIL qui accrédite des personnes privées, comme Digitamis, pour pouvoir ensuite certifier des objets connectés. Donc on a l'autorité de contrôle qui accrédite une personne privée ou publique d'ailleurs, qui ensuite certifie un objet connecté. Un objet ou même une application. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes.
Du coup, quelles seront les frontières de cette labellisation? Parce que je prends l'exemple, par exemple, de l'ISO 27001, à laquelle j'ai pu participer il n'y a pas très longtemps, où en fait il certifie donc, un parc informatique ou des objets connectés sur la sécurisation. Mais en fait, c'est l'utilisateur qui détermine la frontière de cette labellisation. Donc voilà, on peut par exemple juste labelliser son smartphone et intégrer cette certification dans sa communication. Du coup, comment vous allez valoriser cette labellisation que vous proposez? Alors, l'ISO est plutôt orienté sécurité au sens propre, donc sécurité de toutes les données. Nous, c'est plutôt sur la vie privée des personnes, donc le centre de notre labellisation, c'est la vie privée des personnes. Et au-delà de ça, en fait, la labellisation aura un pouvoir légal. Un concepteur d'objets connectés qui sera labellisé par notre certification pourra faire, il fait l'objet d'un contrôle par la CNIL, dire voilà, moi je suis certifié, j'ai fait preuve de bonne foi. Donc c'est une preuve en fait du bon respect de la législation sur les données personnelles. Donc ça a une valeur légale pour le concepteur. Et en outre, l'ISO 27001, vous ne pouvez pas le déposer sur un objet connecté. C'est pas marketingement, ça marche pas très bien. Alors que si vous avez un label pour dire vie privée, enfin conforme vie privée, là ça donne plus de peps à votre produit. Je vous remercie.